Donc, l'idée pour nous est simple, c'est qu'on aura ce temps de partage dans les tiers-lieux le 4. On a voulu créer une série de 5 webinars pour aborder les sujets, pour commencer à construire différentes dimensions qui s'exprimeront probablement dans un livre, mais en tout cas dans un livrable commun sur 2 mots, faire territoire. Et plus précisément, c'est faire territoire en confiance, en proximité, en responsabilité écologique et en inclusion. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, après ce Covid, qu'est-ce qui fait territoire? Comment on va pouvoir changer d'échelle dans une action qui croise le social et l'environnement? Donc, 1 heure pour débattre, à chaque fois des intervenants experts qui ont une compétence, une expérience à nous partager, mais aussi de ces tiers-lieux impliqués, puisque ces thèmes font partie de ceux qui seront abordés lors des rencontres du 4 décembre prochain. Donc, la semaine dernière, on parlait de Fichital. La semaine prochaine, on parlera plus globalement de la question vers territoire. Ensuite, on parlera des tiers-lieux, de leur utilité. Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est celui de l'alimentation, de l'agriculture, l'économie circulaire. On a voulu, pour cela, entendre 3 personnes. Donc, André Buchmann, qui est à Schiltigheim, qui était adjointe à la maire, parce qu'il faut se méfier, parce qu'en fonction des communes, on dit le ou la. Moi, je connais des maires femmes qui ne veulent absolument pas qu'on dise la, mais je sais qu'à Schiltigheim, c'est la maire, qui a aussi été élue régionale en charge de l'environnement, qui est militante écologique depuis déjà quelques années et qui a beaucoup soutenu le développement du bio en Alsace. Gilles Luneau est réalisateur, journaliste, écrivain, grand reporter. Il suit ces sujets écologiques depuis très longtemps. Il a notamment coécrit des livres avec Joël Beauvais et il a publié il y a un peu moins d'1 an, je crois maintenant, un livre qui s'appelle Steak Barbare, où il interroge beaucoup sur le véganisme, mais peut-être plus encore sur les jeux d'influence qu'il peut y avoir, ou parfois une expression écologique peut cacher des formes de manipulation. Pierre-Alexandre Tellier est un préfet, il a une responsabilité territoriale de l'État, mais il a aussi travaillé dans des entreprises justement qui sont concernées sur ces questions alimentaires. Il a travaillé pour Carrefour et aujourd'hui il est vice-président de Nestlé France et il est en charge à la fois des questions d'e-commerce dont on parle particulièrement en ce moment, mais aussi des questions d'RSE, développement durable. Et on sait ces sujets qui émergent particulièrement sur cette volonté qu'on peut avoir, d'autant en confinement, de manger plus bio, plus local, de penser une narration différente, une rencontre avec le producteur. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On va faire les choses un peu à l'inverse pour ceux qui étaient là la semaine dernière. On est parti des experts. Cette fois, on va partir des tiers-lieux. 2 des tiers-lieux présents ont pris pour sujet justement ces questions alimentaires et d'économie circulaire pour leurs travaux de la semaine prochaine. Et je vous propose de passer la parole à Ping Pong. Pardon, j'utilise le nom du tiers-lieu plus que ton nom, mais Ping Pong est à Millau, dans le sud de l'Aveyron, au lieu de la gastronomie française, mais au-delà, très beau tiers-lieu, très engagé, dans une petite ville très marquée sur le rural, et tu as le droit à 3 minutes pour ouvrir nos débats. 3 minutes, bon, je vais les tenir. Merci à toi Gilles et à Richard pour ces rencontres et votre accompagnement. Donc nous sommes basés à Millau, donc dans le sud d'Aveyron, région très rurale. On héberge aujourd'hui un espace de travail partagé et un lieu d'animation territoire. Donc on prépare dans ce tiers-lieu pour l'année prochaine un pôle alimentation, donc qui sera composé d'une cantine d'insertion et d'une cuisine pédagogique, donc avec différents acteurs du territoire, structures d'insertion, producteurs, structures sociales, restaurateurs également. Donc en gros, l'ambition de ce projet, c'est d'apporter une réponse à la relocalisation de l'alimentation et l'accès à une alimentation de qualité locale pour tous.
Donc, chez nous, comme dans d'autres régions, on a une production de qualité très variée. On a du maraîchage, de l'élevage ovin et bovin, des producteurs de fromage, avec une nette tendance vers une conversion, vers une agriculture biologique ou raisonnée, avec également de la distribution en circuit court qui se développe fortement, alors que ce soit dans les cantines scolaires, les marchés, les magasins de producteurs, vente directe ou autres systèmes de distribution de paniers. On n'a pas trop de problèmes côté production et distribution. Nous, ce qu'on se pose comme question aujourd'hui, c'est l'accès à cette alimentation à une classe moyenne ou un public, on va dire, en marge, dans le sens où on soulève souvent l'intérêt des circuits courts dans la suppression d'intermédiaires et la baisse des coûts dans le budget des ménages. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, en tout cas chez nous, les produits issus de petites exploitations fermières avec des modes de production biologiques, des coûts de production élevés, et dans la plupart des cas, Vous êtes sur la messagerie du... pas du tout concurrentiels avec des produits issus de l'industrie agroalimentaire ou de la production conventionnelle. Donc, j'en viens donc à ma question que je poserai aux intervenants. C'est quelle solution pour vous pour concilier production fermière de qualité avec un accès à tous à cette alimentation? Donc, en première réponse, est-ce qu'aujourd'hui, on a tout simplement pris l'habitude de ne pas consacrer un budget assez important à notre alimentation? Mais dans tous les cas, pour ceux qui n'ont pas les moyens, quelle solution? Alors, je ne les ai pas, mais pour permettre l'accès à une alimentation locale de qualité à des publics défavorisés. Ok, merci beaucoup. Effectivement, bonne question, celle de l'inclusion ou celle de l'élite. On va maintenant faire quelques kilomètres et aller à Dunkerque. Le tiers-lieu s'appelle la Halle au Sucre. Et donc là, on est plutôt dans une métropole et même dans une grande métropole, particulièrement concernée par ailleurs, tant pour les questions d'inclusion que pour les questions écologiques. Notamment, je crois que c'est la métropole de France qui a le plus de sites Céveso. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Delphine. Oui, bonjour. Mais c'est vrai que c'est intéressant puisqu'en effet, la Halle au Sucre est un ancien bâtiment portuaire. Donc, on est situé au cœur du complexe industrialo-portuaire de la ville de Dunkerque. Donc, on est vraiment à la jonction entre le côté urbain, donc le centre-ville de Dunkerque, et puis tous les développements industriels que vous venez de souligner. Donc, une tripotée en effet de sites Céveso avec lesquels, malgré tout, nous essayons de vivre et de penser le territoire en synergie, dans une démarche malgré tout positive. Et donc là, le sucre est un lieu vivant, donc à la jonction entre tous ces complexes industriels et ce centre-ville urbain, entièrement dédié aux questions de transition et à la ville durable. Donc ici à la Halle au Sucre, on est plusieurs institutions, plusieurs résidents permanents. Donc il y a un pôle grand public, mais il y a aussi une agence d'urbanisme, un centre de formation de fonctionnaires territoriaux qui s'appelle le CNFPT, et France Ville Durable, qui est une association gouvernementale. Et tous ensemble, en fait, on propose des rendez-vous réguliers aux habitants sur des thématiques liées aux questions de transition. Et cette année, là, le Sucre propose une grande exposition sur l'alimentation. Donc, historiquement, c'est vrai que le territoire dunkerquois est un territoire maraîcher. Et aujourd'hui, bien que le territoire dunkerquois, historiquement, ait été un territoire maraîcher, la plus grande partie de nos productions part à l'exportation. Avec en plus un appauvrissement des types de cultures proposées. Donc aujourd'hui, le territoire est vraiment dans une démarche d'accompagnement des agriculteurs et de l'agriculture bio. Et ça passe notamment par la mise à disposition de fonciers, donc de terrains agricoles, pour développer des productions bio. Nous, dans notre démarche, dans l'idée de rejoindre en 2020 l'Université des transitionneurs, la Halle au Sucre a souhaité aussi s'associer à une autre structure du territoire, qui est la Fondation du Dunkerquois solidaire,
qui est une fondation territoriale donc, de Dunkerque et qui permet justement d'articuler des partenaires privés, des partenaires publics, des associations et de décloisonner un petit peu les choses. Et donc, cette fondation Dunkerquois solidaire développe plusieurs projets, donc, notamment en effet sur le thème de la fracture numérique, mais aussi sur l'alimentation. Donc, par exemple, à Dunkerque, maintenant, on a une épicerie solidaire qui s'appelle La Belle Épicerie, donc qui travaille vraiment ces questions d'alimentation et de de santé liées aux questions d'alimentation en direction des plus précaires, en permettant au plus grand nombre d'avoir accès à une alimentation bio à des prix adaptés aux revenus de chacun. Donc ça fonctionne sur le même principe qu'une coopérative. Et puis d'autres projets, par exemple actuellement la Fondation de Dunkerquois solidaire pousse un projet étudiant qui souhaite proposer une cantine solidaire aussi. Ok, merci. Donc, on voit bien les questions de solidarité, d'inclusion, de bio. Mais derrière tout ça, la question effectivement qui se pose, c'est celle de la massification. C'est comment on rend accès à tous, et y compris, je crois qu'on a tous été confrontés à des cantines qui voulaient passer en bio, mais qui avaient du mal euh, à se fournir en produits. Donc, André, si tu veux ouvrir ce débat, donc évidemment toujours sur des on est en webinaire, donc on n'a malheureusement pas trop le temps de développer les idées, mais plutôt de partager des avis. Notre objet ici n'est pas forcément de chercher les espaces de conflit ou de désaccord comme on cherche ailleurs, mais plutôt de voir comment on peut accélérer les choses pour que réellement on change d'échelle. André, c'est à toi. Micro s'il te plaît. Voilà. Bonjour à tout le monde et notamment à Anne-Catherine Clarer de notre tiers-lieu de Schiltigheim, la cabane des créateurs. C'est un endroit magnifique. J'espère que vous pourrez venir un de ces jours. Alors, donc, Schiltigheim est une ville à côté de Strasbourg. C'est une ville d'origine, qui a été une ville ouvrière industrielle face à une très grande déprise. C'est une ville où il y a 40% de logements sociaux et nous avons 2 quartiers de politique de la ville. C'est juste pour vous dire que l'écologie, contrairement à ce que beaucoup prétendent, n'est pas du tout portée et soutenue par la bourgeoisie, mais que les milieux populaires peuvent aussi voter pour les écolos. Nous avons été réélus au premier tour, heureusement, parce que ça nous a permis, au moment du confinement, de mettre en place des stratégies pour atténuer le choc auquel étaient confrontés nos concitoyens. Et le gros truc qui nous a vraiment fait peine, c'est on essaye depuis très longtemps de mettre en place, d'essayer les ventes directes, que ce soit au marché, des lieux, ou dans les rues, etc., des stands, par exemple, le samedi matin. Et là, la préfète, tout de suite, a interdit les marchés, la vente directe. Donc, il a fallu qu'on mette en place des stratégies qui avaient deux objectifs. Le premier objectif, c'est bien sûr permettre à nos populations d'accéder à de la nourriture de qualité, pas forcément bio, mais produite localement, produits maison aussi bio, mais surtout des maraîchers de la périphérie de Strasbourg. Donc ça, c'était un des objectifs. Et le deuxième objectif, c'est bien sûr d'éviter l'effondrement des maraîchers. Parce que les maraîchers, n'ayant plus de débouchés, avaient beaucoup de mal à savoir comment s'en sortir. Nous avons acheté des produits des maraîchers pour l'épicerie solidaire, qui a donc été approvisionnée directement avec le soutien de la mairie. Et nous avons pris contact avec tous les maraîchers, leur demandant de nous donner des listes de produits qu'ils pouvaient vendre. Et au lieu d'être présents pendant 4 heures au marché, ils venaient livrer des commandes. Et c'est une façon un petit peu élégante de détourner la loi et de permettre l'approvisionnement. Parce que c'est vrai, là je suis d'accord, il faut impérativement que les populations d'origine modeste puissent accéder, et ça peut aussi être un des objectifs que se fixe une mairie. Par ailleurs, nous avons des cantines scolaires qui proposent des repas pour les moins argentés à 1 euro, ce qui est quand même pas mal. Parfois, certains sont gratuits, mais globalement, c'est à 1 euro. Et ça permet souvent à des enfants aussi d'avoir un repas par jour avec une nourriture de bonne qualité.
Voilà, je crois que la collectivité a un rôle très important à jouer à condition qu'il y ait cette grande motivation. On a mis pendant les Covid en place des sites de la mairie où les restaurateurs pouvaient dire qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer, où les agriculteurs pouvaient proposer aussi des produits, et ça permettait très largement d'atténuer ce épouvantable choc auquel nous avons été confrontés. Merci pour ces premiers éléments d'analyse. Pierre-Alexandre Tellier, alors évidemment, on est dans un monde très engagé, militant, donc les grandes marques comme celles que porte Nestlé sont parfois très critiquées parce qu'elles sont en supermarché, qui pour certains le symbole justement d'une alimentation qui n'est pas forcément celle la meilleure pour la santé, la planète, etc. On sait que ce n'est pas toujours vrai. Comment tu vois ces questions-là, et notamment ces questions d'inclusion? Parce que la question, même si Achille Tikem, là, la démarche a une vision très populaire au bon sens du terme, la question, c'est comment rendre accès à tout le monde à une nourriture de qualité locale qui permet d'être en bonne santé et qui permet à des producteurs d'en vivre. Bonjour à tous. Ouais, je vais rebondir sur un mot que tu as employé, Gilles, et qui me semble bien positionner l'enjeu quand il s'agit d'alimentation, c'est celui de la massification. Quand on veut nourrir 3 fois par jour 70 millions de Français, on parle d'1 milliard de repas servis toutes les semaines. Donc on est dans des masses colossales. Juste quelques chiffres pour fixer les choses, parce que j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui les choses bougent, il y a des évolutions profondes, mais que tout ceci est très lent. Si je regarde il y a 10 ans, 85% des gens faisaient leurs courses alimentaires en hyper et supermarché. Aujourd'hui, ça n'est plus que, si je puis dire, 75%. C'est à la fois le reflet d'une évolution profonde et en même temps, c'est très long, et ça indique bien que les grandes surfaces sont encore le vecteur privilégié de nos concitoyens pour se nourrir. Et si je rajoute les enseignes de proximité, les enseignes spécialisées, Internet et tout, nous devons bien faire le constat qu'à ce stade, la place réservée aux circuits courts, locaux, frais, est loin de ce qu'elle pourrait être lorsqu'on entend les aspirations des gens, parce que ce sont de vraies aspirations qui nous remontent. Et je crois qu'il y a un vrai décalage en ce que les gens pensent, aimeraient, disent et ce qu'ils font au quotidien, pour plusieurs raisons. Et très souvent parce que l'alimentation, à force d'avoir été la variable d'ajustement des revenus des ménages, s'est retrouvée réduite à sa portion congrue jusqu'à ne peser en moyenne plus que 10-12%, quand il y a 50 ans, c'était près d'un tiers de leur budget. Donc, pas évident, et on est dans un modèle effectivement de volume plus que de marge. Et donc, pour que chacun s'y retrouve, du producteur au consommateur, c'est pas forcément facile. Le prix est la première barrière exprimée par les Français. 47% d'entre eux nous disent que manger équilibré coûte trop cher, 45% sont inquiets de leur situation financière, et un tiers des Français nous dit que cette situation financière s'est dégradée pendant la période du Covid. La deuxième contrainte, je la souligne quand même parce qu'elle a son importance, c'est pas que l'argent, c'est le temps disponible pour cuisiner une alimentation équilibrée à sa famille. Alors, j'aimerais avoir quelques mots d'optimisme, et notamment en me servant de ce qu'on a pu observer pendant le Covid, qui aura eu essentiellement des effets négatifs, mais s'il peut en avoir eu un de positif, j'espère que ça se confirmera dans les mois à venir. Mais les gens
confinés ont souhaité donner toute sa place à leur alimentation qui est devenue un peu la valeur refuge du confinement. On s'est retrouvés à table, en famille. On a cuisiné ensemble toute la journée, enfin à chaque repas, 7 jours sur 7. Et ces choses-là leur ont fait que les Français nous expriment beaucoup plus fort depuis le premier confinement leur préférence pour une cuisine maison, une alimentation équilibrée et des produits locaux. Et ça, je crois que c'est des choses très importantes parce que ce ne sont pas des choses nouvelles, mais ce sont des choses qui se sont vraiment renforcées dans cette situation de crise. Là-dessus, on voit aussi que le plaisir qu'ils prennent à manger se renforce d'une notion de responsabilité qui était moins prégnante avant, mais la gestion des restes, la lutte contre le gaspillage, les packaging responsables sont des choses qui font que tous les acteurs de l'alimentaire sont interpellés là-dessus. Donc voilà, je voulais juste, sans débat, poser quelques grosses masses pour éclairer aussi nos discussions et voir comment ensemble on peut accompagner ces transitions et les accélérer si possible. Vous avez senti au niveau de ton entreprise une vraie transformation de ça ou c'est un accélérateur d'une tendance déjà plus ancienne? Alors, c'est clairement plus un accélérateur qu'une nouveauté. En fait, il s'est trouvé que nous avions, au travers de la Fondation Nestlé, lancé une étude sur le comportement alimentaire des Français dès l'année 2019, dont nous pensions livrer les conclusions début 2020. Et là-dessus, le Covid est arrivé. Donc, on a gardé cette étude sous le coude et on l'a réactualisée après le confinement. Et on s'est rendu compte en fait que les gens nous exprimaient plus fortement des choses qu'ils nous disaient déjà avant la crise. Donc, nous pensons très sincèrement, et c'est quelque chose qu'on va suivre dans les mois et années à venir, que la tendance s'accélère. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Ok, merci. Gilles, quelle est ta vision? Alors, je sais que tu as une vision, toi aussi, internationale des choses, mais comment tu analyses cette situation actuelle et est-ce que, du point de vue du journaliste qui a cette vision effectivement très large, est-ce que réellement on est en train de changer d'échelle? Est-ce qu'il y a encore des blocages? Comment tu vois les choses? Et effectivement, sujet aussi que tu traites dans ton dernier livre. Bah, on va laisser peut-être le bouquin de côté. Euh, je pense ce qui peut nourrir le débat, c'est ce que j'ai appris en tournant un documentaire pour France 3, qui a été diffusé au mois d'octobre sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Je l'ai tourné pendant le confinement sur la manière dont les gens, justement, s'alimentaient, enfin, pas au contenu de l'assiette, mais sur le fait comment fonctionnaient les circuits en fait, d'approvisionnement. Euh, pour faire très très court, et vous avez tous vécu ça, si ça a tenu le pays, c'est grâce aux circuits courts. Ça ne veut pas dire que les circuits courts sont forcément en bon état et suffisants, mais l'exemple qui avait lancé depuis plusieurs années, même si c'est une petite échelle, que ça soit, je voyais dans le chat, les jardins de Cocagne, les AMAP, tout ce travail, on va dire alternatif au modèle agricole dominant, a semé des choses dans l'esprit des gens comme ça. Et confiné, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé mais des centaines, j'ai enquêté sur la Nouvelle-Aquitaine, des centaines de plateformes informatiques créées par les gens, c'est-à-dire se donnant un mail, un rendez-vous, et connaissant chacun des paysans ou dans la famille ou au marché, alors appelant leurs commerçants du marché et disant bah, comment on fait. Et en fait, il s'est comme ça, de manière sauvage, on va dire, les gens sont débrouillés pour développer des circuits. Ça, c'est la première chose. Ça a aidé, André Buchmann le disait, des paysans qui étaient déjà dans les circuits courts et qui étaient aussi fragilisés que ceux qui étaient dans les circuits longs, c'est-à-dire ceux qui approvisionnaient les cantines scolaires et les restaurants se sont retrouvés, s'ils n'avaient pas diversifié avant avec du marché ou des circuits à la ferme, ils se sont retrouvés avec des surproductions.
Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur l'attitude des grandes surfaces, des GMS, il faut se rappeler, certes, c'est sur une saine pression syndicale, mais ils ont ouvert leurs portes aux productions locales pour justement ouvrir un débouché aux paysans, ce qui veut dire que les rapports de force sont toujours une bonne chose pour faire avancer. Mais ce que cette crise a montré avec le premier confinement, c'est qu'en fait, les villes, mais même les petites villes, avaient très peu d'autonomie alimentaire. Très, très peu. Il y a une étude qui date d'avant, qui date de 2017, qui, en gros, dit que bon, l'autonomie alimentaire des grandes métropoles oscille entre 2% et 5%. C'est ridicule, quoi. Ce qui veut dire qu'en gros, en 2 jours, en 3 jours, il n'y a plus à manger en ville si on a coupé les approvisionnements longs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a montré que les éleveurs, ceux qui étaient dans les élevages plutôt industriels, on va dire, ont eu la trouille, qu'il y a eu un arrêt des importations de soja et de maïs en 15 jours. En 15 jours, vous mettez à sec les silos, le stock, et vous avez les poulets et les cochons qui meurent de faim, même les vaches qui auront pu leur ration. Donc, ça a révélé à l'échelle du pays qu'on était extrêmement fragile et que, en gros, pour le dire en un mot, que la ferme moderne qu'on a développée depuis une 60aine d'années, elle n'est plus faite pour nourrir un territoire, ni pour s'appuyer sur les ressources de ce dernier. C'est-à-dire que à l'échelle, je veux dire, vous pouvez aller en France à peu près partout, même si ça va varier de 3-4%, les paysans qui produisent sur un territoire exportent 95, 96, 98% de leur production hors de leur territoire, et ce même territoire importe 95, 96, 97% de ce dont il a besoin pour se nourrir. Donc, là, il y a quelque chose qui ne va plus. On a perdu, si vous voulez, le principe de la territorialisation de la nourriture, le principe que la question de la faim, tout simplement, elle est aussi vieille qu'il y a des hommes sur Terre et qui cherchent à se gouverner. Elle s'appuie sur les ressources d'un territoire, elle se pense par bassin et géographie humaine, et que, bien sûr, il y a le surplus, hein, je ne suis pas en train de prêcher l'autarcie idiote, mais on réfléchit d'abord, si on veut se gouverner, aux moyens de se nourrir. Ça fait partie de la tâche des gouvernants. Hein. C'est-à-dire qu'un des premiers devoirs des gouvernants, c'est d'assurer la sécurité alimentaire. Le deuxième, c'est la sécurité militaire. Puis après, la justice, etc. Mais je veux dire que cette tâche, cette responsabilité des gouvernants de sécurité alimentaire, elle n'est plus portée, pas seulement par notre gouvernement actuel, hein, mais je veux dire par les précédents, elle est plus portée depuis longtemps. Et moi, pour tourner mon film, je voulais une réaction du ministère de l'Agriculture et du Premier ministre sur cette question de la sécurité alimentaire, versus la sécurité publique, c'est-à-dire qu'on a vu ce qui se passait avec 3 boîtes de pâte à tartiner ou un manque de farine dans les rayons, c'est-à-dire que imaginez que dans, je sais pas, 5-6 métropoles françaises, il manque des œufs, de la farine et de l'huile pendant 3 ou 4 jours, vous aurez des émeutes très très vite. On a vu ça en 2008 déjà dans une quarantaine de pays, on l'aura dans notre pays. Et il faut aussi avoir conscience que s'il y a des émeutes dans une dizaine de villes, on n'a pas les forces de sécurité publique pour les calmer. Donc, j'ai posé la question et ils ont été incapables de me répondre. C'est-à-dire que ça a été silence radio. Hein, et ce n'était pas, on va dire, simplement comme ça. C'était pour France 3 quand même. Hein, je veux dire, voilà. Donc, et j'ai eu des échos parce que, bon, on a toujours quand même des relations. Des gens, on va dire, des militaires, hein, en général, de la sécurité nationale, et qui m'a dit, mais vous mettez le doigt sur un truc qu'on n'avait pas pensé avant. C'est-à-dire que c'est le confinement leur a fait réaliser qu'on était dépendant de choses qui étaient extraterritoriales d'un point de vue du pays. Voilà, donc c'est un peu pour replanter l'histoire. C'est-à-dire, pour le dire autrement par rapport à toutes les contributions qu'il y a eu déjà, c'est magnifique, c'est très bien, il faut aller à fond et changer d'échelle sur tout ce qui est circuit court, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire la structure même
de la manière dont on se nourrit dans ce pays, mais c'est vrai pour l'Europe, ne fonctionne pas. Comme, je veux dire, ne fonctionne plus en cas de pandémie ou de grave crise, ça y est, je vais y arriver. Donc, si vous voulez, il faut la réponse, on pourra peut-être en discuter, mais la réponse, c'est le changement de modèle agricole, c'est-à-dire de circuits longs, de filières pensées de manière industrielle, où on segmente la production, c'est-à-dire qu'un paysan aujourd'hui, il fait que du lait, il sera incapable de vous vendre des légumes, et surtout, il ne sera même pas capable d'ouvrir son tank à lait ou de vous donner du lait si vous allez à la ferme, parce que de toute façon, les vaches, elles sont calées sur le robot, et il ne va pas tout dérégler. Donc, la manière dont on peut avancer, c'est d'avoir une politique publique qui peut être très largement décentralisée, qui peut être portée par les régions. Je pense à l'administration de l'argent de la PAC, par exemple, mais aussi de la part française via la loi d'orientation agricole. Je veux dire, il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit territoriale avec déjà les plans, alimentaires territoriaux qui existent, mais qui sont quand même très fonctionnalisés, on va dire, et qui avancent qu'à tout petit pas. Moi, je crois qu'il faut s'en emparer et reconsidérer bassin humain et géographique, parce qu'on ne se nourrit pas pareil dans une vallée sur un plateau à 1500 mètres, parce que ce n'est pas les mêmes ressources, tout simplement. Repenser l'agriculture et les besoins alimentaires, et en fonction de ça, avoir une politique d'installation des jeunes. Et sur la question, je n'oublie pas, et j'en arrête là, de l'accès à la nourriture, je pense en effet qu'il faut penser la solidarité, il faut penser la question du prix et la manière dont on peut soutenir les paysans pour qu'ils aient des prix moins chers, mais il faut aussi repenser la distribution, c'est-à-dire il y a des coopératives, je pense du type La Louve, etc., qui vont chercher en circuit court et qui sont à prix tout à fait compétitifs de la nourriture haut de gamme, de grande qualité. Et puis en effet, il y avait plusieurs intervenants qui le soulignaient, vous avez la question de comment savoir acheter, parce que si on achète de la bonne nourriture, il ne faut pas gâcher, on peut cuisiner, on peut manger moins et mieux et tout aussi nutritif. Savoir ne pas gâcher, je l'ai dit, et puis surtout se remettre à cuisiner, parce que c'est vrai que le facteur temps, bah oui, je veux dire, acheter, quand on achète frais, c'est quand même pas très cher, hein, de faire le marché et de cuisiner. Ce qui est beaucoup plus cher dans le panier de la ménagère aujourd'hui, c'est quand même tous les plats cuisinés, les ultra transformés. Voilà. Alors, merci beaucoup. Pardon, je vais serrer un peu au niveau de temps. André Buchmann avait demandé la parole, mais justement, tu parles beaucoup des questions de territoire, ce qui est notre objet aujourd'hui. Et la question notamment, c'est quelle est la bonne échelle territoriale pour parler d'économie circulaire dans l'alimentation, de coopération, etc. Peut-être que c'est effectivement différent. Pierre-Alexandre Tellier parlait tout à l'heure de la Corse, tu parlais de plateaux dans d'autres régions, on parlait de l'échelle de l'Alsace, peut-être qu'il faut travailler différemment, mais la vraie question, c'est à quelle échelle territoriale on peut travailler et comment on peut travailler en toute proximité. André. Oui, j'ai beaucoup apprécié l'intervenant, donc Gilles Luneau, c'est ça qui nous a précédé. Luneau. Merci beaucoup. Je voudrais juste apporter une toute petite nuance. L'approvisionnement alimentaire pendant le Covid, avant et maintenant, a été assuré. Il n'y a eu aucun problème. On pouvait acheter tout ce qu'on voulait, mais on ne pouvait l'acheter qu'au supermarché. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un système qui a été soutenu, qui n'est pas forcément un système qui permette de développer une autre agriculture. Donc là, il y a toute cette réflexion à développer. Le deuxième point, je crois que territorialement, effectivement, c'est important. Je ne sais pas si c'est les régions ou bien les bassins de vie, mais ça nécessite aussi une grande discussion avec les chambres d'agriculture. Parce que, en tout cas, chez nous, les chambres d'agriculture, depuis d'aussi loin que je me connaisse, que je travaille dans ce secteur, sont des interlocuteurs qui sont particulièrement difficiles parce qu'ils tiennent globalement leurs adhérents et ils sont dans le schéma mondial, crédit agricole, etc., etc. Et c'est excessivement difficile de leur faire admettre certaines choses. Donc là, ce qui est intéressant quand tu as des mairies ou des unités importantes qui soutiennent un certain type d'agriculture et qui font ce lien avec l'arrière-pays, c'est que tu montres par l'exemple, ça marche. Qu'en réalité, pour sauver les paysans, c'est nos propositions qui sont les bonnes pour apporter la possibilité aux gens de se nourrir
de façon saine et de tomber moins facilement malade, parce qu'effectivement, si on mange correctement, on a peut-être moins de risques de tomber malade. C'est aussi nos propositions qui, effectivement, étaient très longtemps alternatives. Ça nous a beaucoup aidé pour organiser les systèmes, tous ces systèmes alternatifs auxquels nous faisons partie, desquels nous faisons partie depuis très longtemps. Mais montrer par l'exemple, c'est vraiment très, très bien. Développer aussi les jardins ouvriers, les jardins familiaux, les jardins partagés dans les villes même ou en périphérie des villes peut être particulièrement utile parce que moi, ce qui m'est important, c'est que la personne puisse être autonome. Autonome dans ses choix alimentaires, autonome dans ses choix de vie au quotidien. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Gilles, c'est à travers l'alimentation, c'est la première chose qui est indispensable pour que tu puisses exister. L'alimentation et bien sûr avoir un toit. Merci. Et effectivement, je vois, on va revenir au chat, mais juste un œil passé sur les questions de saisonnalité qui, évidemment, Oui. croisent largement tout ça. Avant de passer aux questions, Pierre-Alexandre, tu voulais apporter une vision. La question territoire, évidemment, quand on a la responsabilité de fournir des produits sur plein de territoires en même temps, elle est complexe, évidemment. Et effectivement, on a vu des ruées sur des supermarchés, des peurs s'exprimer chez les clients, cette peur de manquer. La deuxième question, est-ce qu'on a approché une rupture ou on en a toujours été très très loin? Non. Est-ce qu'on a approché une rupture? Non. On a tous assisté avec beaucoup de crainte au phénomène de la première semaine, enfin juste précédant le confinement, où on a vu effectivement des achats qu'on a qualifiés d'achats de panique, qui étaient des achats de stockage effectivement sur des biens de première nécessité, qui nous ont honnêtement tous inquiétés si ceci avait dû perdurer. Je ne sais pas si on aurait tenu 2 ou 3 jours. Dans la réalité, on a tenu un peu plus, mais oui, ça pose une véritable question. Après, le système globalement a tenu parce que les producteurs ont produit, les industriels ont continué à approvisionner et les distributeurs se sont organisés pour mettre les produits à la disposition de tous. Certes, c'était les hyper, les super et peut-être encore plus les magasins de proximité qui ont permis cela. Mais j'aimerais partager une réflexion, là encore sous forme de question, notamment justement vis-à-vis du rôle des très gros acteurs. Parce que soyons clairs, qu'il s'agisse des hypermarchés et supermarchés, des grandes enseignes ou des grands industriels, ceux-ci aujourd'hui, j'allais dire, enfin, si je prends les distributeurs, c'est là que les gens vont faire leurs courses. Donc ma question c'est, quel est le rôle de ces gros acteurs pour faire bouger les choses? Moi, en tant qu'industriel, j'achète près d'1 million de tonnes de matières premières tous les ans pour faire tourner les 19 usines qu'on a en France. 70% de ces matières premières, elles sont achetées en France. Elles sont achetées en France et puis le reste, c'est du cacao ou du café, ça pousse plus difficilement en France. Mais d'ailleurs, on s'approvisionne essentiellement local. Et ben, ce que je peux vous dire, c'est que ce modèle, il n'est pas durable et il n'est pas tenable. Il n'est pas tenable parce que j'achète toujours les mêmes produits, toujours aux mêmes coopératives et aux mêmes agriculteurs qui produisent toujours les mêmes produits et qu'à force, on est en train de tuer nos sols. Si on n'est pas capable de provoquer un changement systémique où on va retrouver de la rotation des cultures et une agriculture plus raisonnée, dans 30 ans, il n'y a plus rien qui poussera en France malgré tous les intrants phytosanitaires et autres produits dopants qu'on injecte dans nos sols. Eh bien, je pense que précisément parce qu'il y a de gros acteurs qui ont des puissances d'achat qui sont de nature à rassurer les agriculteurs, les producteurs et à les faire revenir vers une forme d'agriculture plus raisonnée et plus proche de ce qui se faisait historiquement, qu'on peut initier des mouvements, qu'on peut sécuriser des agriculteurs et qu'on peut surtout faire tache d'huile et convaincre tous ceux qui
voudraient le faire, mais ne pourraient pas forcément parce que ce sont des investissements lourds, quelque part de le faire parce que de gros acteurs ont contribué à rendre ces solutions accessibles à d'autres. Voilà, je le pose sous forme de question, pas sous forme de manifeste ou de plaidoyer pour les gros, mais j'introduis cette question dans le débat. Ok, merci beaucoup. Gilles, tu voulais réagir et après, je passe la parole à Myriam pour le chat et éventuellement des questions. Moi, je trouve très intéressant le questionnement de. M'excuseras, j'ai oublié son. Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre. C'est vrai que c'est marqué Effertelier Pays, donc c'est. Voilà. Alors, il faut. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Historiquement, c'est aussi la demande industrielle, hein, je ne fais pas le procès de Nestlé, qui a, par aspiration de l'aval, industrialisé toute la filière et conduit à ces pratiques agricoles que vous soulignez néfastes. Hein. Alors, comment en sortir? En effet, je pense que les grandes entreprises ont vraiment un rôle. Alors, là-dessus, il faudrait mettre tous les acteurs autour de la table et en discuter avec le politique, parce que je pense vraiment que ça passe par le territoire. Mais est-ce que, par exemple, une entreprise comme Nestlé est prête? Est-ce que c'est envisageable d'avoir une usine de plus petite taille à l'échelle d'une vallée et qui va penser sa production en fonction de la production de la vallée pour lui redistribuer et que l'excédent ira après au-delà? Vous voyez, est-ce qu'on peut partir sur des pistes de réflexion comme ça? Pierre-Alexandre? Parce que s'approvisionner local à chaque fois, ça je vous en donne acte, mais c'est parce que de toute façon, l'agriculture, elle n'est pas délocalisable. On s'approvisionne toujours sur un lieu. Mais après, vous parlez de massification, vous avez des volumes énormes que vous redistribuez, je veux dire, je ne sais pas, là, sur les usines françaises, si c'est au niveau que de la France ou de l'Europe, mais la pensée commerciale n'est pas territoriale. C'est une Je vais le bonne dire question. autrement. Non, mais elle est claire. C'est un questionnement, vous voyez. C'est un questionnement. Vas-y, attends, vas-y, Pierre-Alexandre. Je veux achever pour vous, Pierre-Alexandre, parce que ça va vous donner un autre élément. Je vais la poser autrement. Si vous voulez, la territorialisation, pour moi, des circuits alimentaires, c'est qu'il y ait aussi la valeur ajoutée de l'aval qui retombe en bénéfice sur l'économie territoriale. C'est ça la territorialisation. Ce n'est pas seulement de prendre des carottes d'ici, c'est que le circuit de la carotte va aussi alimenter l'économie territoriale, créer des emplois, etc. Voilà. Allez, Pierre-Alexandre. Je pense que c'est marginalement possible. Si j'étais hypocrite, je vous prendrais l'exemple j'allais dire mon bon exemple, la purée mousseline. Voilà, l'usine, elle est au milieu des champs de patates, elle s'approvisionne à 25 km. Ces chaudières à biomasse sont alimentées par des forêts locales gérées durablement. Les résidus y sont envoyés aux méthaniseurs qu'on a construits avec les industriels locaux, et les résidus de la méthanisation y reviennent dans les champs. Donc quelque part, on est dans une logique extraordinairement locale pour une marque qu'on va retrouver ensuite sur les rayons de tous les supermarchés sur tout le territoire français et très marginalement dans quelques pays limitrophes. Donc, ouais, sur un produit comme ça peut s'envisager. Après, soyons clairs sur des produits qui sont des produits standardisés, globaux, mondiaux, où les investissements industriels sont extraordinairement lourds et nécessitent des volumes de production colossaux pour vendre ces produits à un prix accessible aux consommateurs, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Merci. Myriam, est-ce que tu peux… Alors, je sais que le chat est très, très vivant ce soir. Je m'en réjouis. Oui. Si tu souhaites, tu peux aussi donner la parole à quelqu'un pour exprimer sa question, bien sûr. Oui, bah, ce que je propose, c'est de faire un petit résumé et puis que ceux qui ont envie d'intervenir et d'aller plus loin le fassent avec grand plaisir parce qu'effectivement, c'est assez riche.
Et ça recoupe beaucoup de choses qu'on s'est dit, mais avec plein de propositions qui sont plutôt intéressantes. Donc de la part de Catherine, une proposition sur, une remarque sur cette question de sécurité alimentaire, qui est une idée qui fait son chemin, qui est de considérer la question de la sécurité alimentaire comme une question de sécurité publique. Et moi, c'est vrai que j'ai entendu parler de sécurité sociale alimentaire, par exemple, ce qui serait assez innovant, et prise en charge par les communes, en tout cas rentrant dans des dispositifs publics. Des propositions sur des prix différenciés, des exemples à Berlin où selon les clients, chacun paye différemment. Alors c'était entre ruraux et urbains, il y a eu du dialogue pour dire que même les ruraux ne sont pas obligatoirement moins riches que les urbains et il y a des très pauvres chez les urbains. Et là, ça recoupe un peu toutes les actions d'épicerie solidaire qu'on peut voir émerger, qui sont des propositions intéressantes. Il y a eu des remarques sur la monnaie locale et l'effet vertueux que pourrait avoir la monnaie locale sur les achats alimentaires. Et puis, beaucoup de propositions pour sensibiliser, pour faire prendre conscience sur la question du gaspillage, sur la saisonnalité, avec l'idée de réintégrer, remettre au goût du jour les caves, ce qui n'est pas évident quand on a des tout petits appartements en ville. Faire changer aussi de registre les coopératives ou les industriels de l'agroalimentaire qui ont tendance quand même à être toujours sur le même modèle, on l'a un peu dit, et puis qui rejettent assez systématiquement toute nouvelle initiative. Et puis pour terminer, je ferai un peu la pub de Marika qui accepte d'accueillir sur le toit de son immeuble veaux, vaches, cochons, etc. s'il faut. Notez si vous avez des propositions à lui faire. Alors si certains veulent intervenir, peut-être qu'ils peuvent lever la main, peut-être sur la sécurité publique alimentaire, c'est peut-être intéressant d'avoir un témoignage. Voilà, c'est Catherine Marlas. Allez, Catherine Marlas, c'est à vous. La parole. Oui, donc juste par contre, donc je suis vice-présidente de la Fédération des parcs naturels régionaux de France et présidente d'un parc, le parc naturel régional des Causses du Quercy, dans le Lot. Et effectivement, cette question, en fait, c'est un copain que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Stéphane Linou, qui est, voilà, je vois Monsieur Luneau qui opine du chef, qui effectivement était un développeur local, qui a été conseiller général, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais Stéphane a été un des premiers locavores. Et en fait, il y a un an de cela, il me parle, puisqu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Résilience alimentaire et sécurité nationale. Et on discutait à l'occasion d'une rencontre et sur le moment, je n'avais pas saisi complètement la pertinence du raisonnement. Le Covid est passé par là avec le premier confinement. Et en fait, j'ai envie de dire, ça m'a sauté aux yeux du coup, parce que j'ai vraiment fait le lien. On voit bien effectivement, même si bon, moi j'habite dans un petit village, j'ai encore un petit commerce. Quand on voit un peu les réactions des personnes pour pouvoir effectivement faire la course, pour pouvoir aller s'alimenter, on a vu les gens se battre pour des âneries d'ailleurs, quelquefois, parce que bon. Et en fait, ça a mis en exergue, effectivement, on refait le lien. Tout à l'heure, quelqu'un dans le chat faisait référence à la pyramide de Maslow. Oui, le premier besoin à satisfaire, parmi les premiers besoins, il y a l'alimentation. Et il me semble que, du coup, les pouvoirs publics, bon, je suis élu, donc c'est pour ça que je prends cet angle d'attaque, ont effectivement tout intérêt à se saisir de la question. Parce qu'on voit bien, le Covid l'a montré, la fragilité, vous en parliez tout à l'heure, M. Luneau, l'extrême fragilité dans laquelle on est aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une nécessité de prise de conscience qui va au-delà. Vous faisiez référence à la PAC. Moi, aujourd'hui, les agriculteurs, parce que ça va aussi de l'alimentation, quelqu'un demandait s'il y avait des paysagistes. Alimentation, production, paysage, entretien de paysage.
Aujourd'hui, nous, dans le département, avec la déprise agricole, eh bien, les paysages se ferment. Aujourd'hui, ce sont des refuges à des bêtes qui vont créer des dégâts par ailleurs, quand il y en a encore, et qui sont aussi des facteurs de risque, notamment en termes d'incendie. Donc, je crois que tout est lié. Il faut arriver à imbriquer tous ces éléments. Et je pense effectivement que repartir de la question de la sécurité nationale, et une des idées de Stéphane, c'est effectivement d'intégrer la sécurité alimentaire quand on travaille dans les collectivités sur les plans communaux de sauvegarde, par exemple. On imagine le risque climatique, le risque chimique, nous on a Golfech pas très loin, par exemple. On imagine tout, et là, en fait, on s'est confronté à le risque alimentaire et le manque d'alimentation. Et en fait, je crois effectivement qu'il y a cet élément à creuser. Il y a eu une proposition faite par la sénatrice Laborde, mais ça a pas, pour l'instant, ça a avorté. Mais peut-être que l'épisode du Covid aura secoué les neurones de tout le monde. Donc, mais je pense qu'il faut amener les territoires à s'emparer de cette question-là et peut-être l'aborder de cette façon-là. Moi, aujourd'hui, les agriculteurs, ils envisagent de mettre du photovoltaïque, d'envahir la terre agricole, de la couvrir de panneaux photovoltaïques. Certains, pas tous, hein. Moi, je pense qu'il est grand temps de faire en sorte que la terre agricole serve à de la production et notamment à satisfaire les premiers besoins de l'être humain. Merci. Effectivement, c'est intéressant de se dire que finalement, c'est des sujets qu'on aborde relativement peu, surtout au niveau le plus local. Denis, après déjà un bon moment de discussion, comment tu réagis? Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu des éléments de réponse à ta question? Je suis assez surpris parce que… Marika, vous avez partagé votre écran, donc voilà, merci. D'ailleurs, je ne savais même pas que tout le monde pouvait le faire. Merci, Richard. Denis, je suis assez surpris. On a parlé assez peu d'écologie. Le mot végétarien n'est pas venu, sauf quand j'ai parlé de vegan en citant le titre du livre de Gilles tout à l'heure. Donc, c'est vraiment plus des inquiétudes d'accès à l'alimentation, une alimentation saine, plutôt que la dimension environnementale qui joue. Mais globalement, quel est ton sentiment par rapport à tout ce qu'a pu se dire? Mon sentiment, finalement, ce soir, on a parlé beaucoup de massification d'une agriculture locale, enfin, en tout cas le rapport entre industrie agroalimentaire et le circuit court et l'autonomie alimentaire des territoires. Donc ça, c'est une chose, certes. Alors, est-ce que finalement la conclusion de l'accès à tous à l'alimentation locale, c'est une massification d'une alimentation locale pour aussi réduire des coûts? Mais bon, finalement, on rentre dans un sujet un peu antinomique. De produire du circuit court, réduire les tailles des exploitations et en même temps massifier. On est dans un paradoxe qui est, je pense, un peu compliqué à résoudre. Après, en effet, la notion de ce qu'on parlait tout à l'heure, de sécurité sociale alimentaire, est en effet une vraie question, je pense, et qui est un peu au cœur du sujet social, plus que de la relocalisation de l'alimentation. Okay. Est-ce que quelqu'un veut encore réagir, proposer? N'hésitez pas, vous avez accès à une petite main bleue, enfin blanc sur bleu. Moi, je ne peux pas avoir tout le monde sur le même écran. Pardon? Alors, qui? Je ne sais pas comment on lève la main. Alors, attends, qui c'est? Qui parle? Gilles. Gilles qui veut parler. Bon, oui. Vas-y. Ok. Donc, c'est moi qui ai écrit un petit peu tout à l'heure au sujet de l'expérience que j'avais eue à Berlin. Absolument. Ok, vas-y. Et l'exemple que je donnais là, avec le fait de différencier les prix en fonction des clients, c'était très difficile pour le producteur parce que c'est vraiment, d'un côté, j'ai un marché qui me l'achète à tel prix, mais si je veux garder le lien avec mes voisins, eux, il faut que je leur vende beaucoup moins cher et donc réduire mes revenus, mais par contre, garder mon lien territorial. D'une manière un peu plus large, bon, la situation à Berlin est assez
c'était dans une vie professionnelle un peu précédente à ce que je fais maintenant, et la situation était très différente puisque le marché local de produits bio notamment était tiré plutôt par un besoin qu'on pourrait qualifier un besoin de luxe. On n'était pas du tout dans les questions de sécurité alimentaire, mais plutôt il y avait une population, ou il y a une population suffisante qui demande vraiment une alimentation de qualité. C'est une population urbaine qui n'a pas l'occasion ou le temps d'aller chercher l'alimentation à la source. Et donc, se développaient beaucoup de réseaux de distribution, que ce soit des petits supermarchés bio, beaucoup plus que chez nous, mais sur des dimensions qui ressemblent un peu au Biocoop ou à ce type de magasin-là, ou alors des liens directs avec effectivement des types de marchés de producteurs ou des choses qui ressemblent aux AMAP. Et du coup, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait vraiment une demande très forte de la population urbaine qu'ils n'arrivaient pas à alimenter avec finalement trop peu de production locale dans un périmètre de même 150-200 km. On était déjà sur des périmètres plutôt régionaux que encore départementaux. Et finalement, les réseaux de petite distribution qui s'étaient organisés devenaient des très forts promoteurs de petits producteurs locaux, puisqu'ils s'apercevaient que pour être crédibles dans leur niche de marché qui représentait déjà autour de 30% de la consommation à Berlin, donc c'était une grosse niche, pour être crédibles dans ce réseau-là, ils devaient proposer dans leur rayon un maximum de produits locaux. Et donc, c'était vraiment la petite distribution qui devenait un aspirateur, qui cherchait des moyens de financer le développement des producteurs locaux, y compris un peu de la transformation locale, parce qu'en supermarché, souvent, il y a une partie produits frais, mais il y a aussi beaucoup une partie transformation. Et au niveau entrepreneurial, je pense encore aux projets qu'on peut retrouver dans les tiers-lieux et autres. C'était passionnant parce qu'en plus, non seulement il fallait des produits, mais il y avait tout le storytelling derrière, il y avait toute la marque attachée à la personne de l'agriculteur, à son histoire personnelle, à ses choix personnels qui étaient très importants justement pour les consommateurs et qui permettaient de vendre des produits de valeur. On était du coup plus dans les 12%, il a été cité tout à l'heure du budget alimentaire. Là, c'était des gens vraiment qui attribuaient de la valeur. Assez rapide parce qu'il est déjà 18h et on va bientôt clôturer. Très bien. Simplement, c'est une expérience, je dirais, qui est encourageante et inspirante sur ce qu'on peut faire dans les régions en France en différenciant les groupes cibles et en cherchant les groupes cibles qui permettent vraiment d'offrir des débouchés à des producteurs de qualité, disons, en mettant l'accent sur, oui, encore une fois, la personnalité et l'identité du producteur. Merci, on voit bien effectivement qu'il y a un lien qui se crée. Il est effectivement 18h. On va quand même faire un petit tour de table, sauf si certains d'entre vous ont encore une question à poser. Peut-être dans le même ordre. Oui, Myriam. Je trouve qu'il y a une question et du coup, nos experts pourront sûrement y répondre. Sur la digitalisation et ce qu'elle pourrait apporter, qui est quand même très en lien avec notre question des tiers-lieux et de territoire. Je trouve que en conclusion, ce serait peut-être pas mal d'avoir un petit mot là-dessus. Ok, effectivement, et les AMAP aujourd'hui s'appuient beaucoup sur les circuits numériques et il y a énormément de villes qui ont créé des marketplaces, qu'ils ont même certains appelé des Amazones locaux pour pouvoir effectivement permettre à des producteurs locaux de distribuer en local et même toutes formes de produits. Donc je crois que Robert, j'ai cru qu'avec le micro, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est exactement cela. C'est l'expérience que j'ai eue à Cordoue. Bien sûr, je suis un expert tourisme, mais je travaille beaucoup sur les milieux ruraux. Et on a fait, il y a déjà 2 ans, mais ça a très bien marché avec l'Union européenne, une expérience sur les espaces ruraux intelligents. Et quand tu as parlé d'Amazon, Amazon a financé une partie de nos recherches. Donc, c'est quelque chose qui est en train de monter en hauteur et qui va être, à mon avis, un sujet dont on va s'occuper de plus en plus dans les prochaines années. Mais ça, je crois qu'il faudrait plus de temps pour en parler. On n'a pas le temps là, de tout expliquer. Je t'enverrai une déclaration que l'on a faite qui est en français, anglais et espagnol sur ces questions-là. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Je trouve que c'est effectivement intéressant de passer de Berlin
à Cordoue, en repassant par nos territoires ruraux partout. Allez, on ne va pas prendre de vos soirées, espérant que vous n'avez pas trop d'apéro Zoom, parce que moi, en tout cas, j'en peux plus. L'apéro Zoom, j'ai envie juste de boire un verre avec tout le monde, mais quand on voit la diversité des territoires entre Flavien qui est dans la Nièvre, Gilles d'ailleurs, je ne sais pas où tu es, mais tu nous diras tout à l'heure. Mais voilà, et Richard Collin qui est à Banon, pas très loin de chez moi, on voit qu'on arrive à quand même créer du lien et de l'échange, même si tout ça génère aussi beaucoup de frustration. Donc, André, dans la métropole de Strasbourg. Donc, la question de la digitalisation est intéressante. On a lancé hier un site sur la ville qui s'appelle Made in Chilic. Bon, c'est pas très français, c'est un petit peu à la mode. Chilic est dans le diminutif de Schiltigheim. Et là, on soutient l'ensemble des entreprises locales, qu'elles soient dans le domaine de l'alimentaire, les restaurants, mais aussi tous les artisans, tous les commerçants présents. Et ça me paraît être aussi un beau soutien à cette dynamique-là. C'est vrai que le digital y aide, mais le digital peut aussi avoir des effets pervers dans la mesure où très souvent, les gens qui sont largement dans le digital sont un peu déconnectés et du territoire, des pieds sur terre. Et c'est quand même essentiel pour défendre un territoire, de se sentir bien, de se sentir exister dans ce territoire et de ne pas être dans un tout mondial qui permet aussi de se laisser facilement manipuler. Puis-je répondre, parce qu'on a Gilles, puis-je répondre à ce qu'a dit Madame? Ça ne vous dérange pas si je réponds en deux secondes. C'est un problème qu'on a soulevé. Mais comme on travaille avec l'école universitaire d'ingénieurs agronomes, on a pensé qu'il faut commencer à travailler dans la formation des ingénieurs agronomes sur ces questions-là, de manière à ce qu'ils puissent avoir un rôle plus important dans l'avenir. C'était là, par la formation, qu'on essaye de répondre à votre question et à votre préoccupation pertinente. Merci. Effectivement, ces questions, on n'a pas parlé de formation ce soir, peut-être Richard voudra en dire quelques mots en conclusion, mais effectivement, la question, c'est d'être en capacité aussi de faire ses choix et de maîtriser tout ça. Pierre-Alexandre. Pardon, le micro. Oui, sur cette question de la digitalisation, j'y vois un grand mérite au bénéfice du consommateur, qui est celui de faire connaître. On l'a vu pendant le confinement. Je pense que nous avons tous pu découvrir des producteurs, des produits, des marketplaces et avoir accès à des produits auxquels on n'aurait pas pensé parce qu'on ne savait même pas qu'ils existaient à côté de chez nous et qu'on a fait appel à ça. Au-delà, et dans le système globalisé, mondialisé que nous connaissons, elle a aussi des avantages en ce sens qu'elle est, à mon sens, un vecteur de transparence et d'explication sur la façon dont les produits sont conçus, d'où ils viennent, comment ils ont été fabriqués, et que c'est quelque chose de fondamental dans le lien de confiance entre le consommateur et les produits qu'il mange. Donc, digitalisation, à consommer avec modération pour ne pas perdre le lien avec la réalité, mais oui, un vrai outil qui va bien au-delà des argumentaires marketing ou des étiquettes sur les produits. Merci. Gilles, en conclusion, même si c'est difficile de conclure sur une heure qui est plutôt une ouverture au débat qu'une conclusion. Voilà. Sur la digitalisation, j'ai juste deux remarques qui complètent ce qui s'est dit. C'est qu'il ne faut jamais confondre l'outil et le système. Hein, c'est un outil extrêmement pratique et on l'a vu pendant le confinement avec tout ce que je disais de plateformes sauvages, entre guillemets, et la manière dont l'outil digital a vraiment aidé au développement de circuits courts pendant tout le premier confinement. Donc ça, c'est bien, puis ça perdure. Moi, j'ai rien contre là-dessus. Par contre, quand ça fait système, c'est-à-dire que quand, au nom de la digitalisation, on est enfermé par des types de consommation, c'est beaucoup plus problématique. Donc, il faut juste réfléchir entre l'outil et le système technique. Sinon, pour conclure, enfin simplement pour conclure, mais pour
pour rappeler un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la globalisation des échanges a cassé, a même annihilé la diversification économique des territoires, par région de production, les régions de porc, les régions de poulet, les régions de... Voilà. Donc, il va falloir reconquérir ça. Et ça passe au départ par une réflexion. Je pense qu'il faut, il y avait des politiques tout à l'heure dans la discussion, il faut faire l'audit des régions où on habite et de se demander de quel flux on dépend, de quoi on dépend, qui assure nos approvisionnements alimentaires, se faire la cartographie, Linou en parle dans un de ses bouquins, de faire la cartographie de ce qui nous alimente dans l'endroit où on habite et à partir de là, d'élaborer des plans alimentaires territoriaux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire des politiques foncières du point de vue de la puissance publique pour réserver de la terre, qu'elle ne parte pas à l'artificialisation, ce qui est un énorme problème en France, ou vous parliez de panneaux solaires qui ne fassent pas flamber le prix de la terre agricole pour installer des jeunes, etc. Voilà. Merci. Est-ce que... Je donnerai juste le titre de mon film, on va pour le voir, c'est passé, c'était en octobre, mais ça résume assez bien notre problématique. Le film s'appelle « Manger est un acte agricole ». Merci, peut-être on peut le trouver quelque part. Richard, est-ce que tu as quelques mots de conclusion, peut-être une invitation à la suite, notamment on va évidemment vous inviter à participer fortement les 3 et 4 décembre, à la fois à un webinaire particulier parce qu'il ouvrira les travaux de l'Université des transitionneurs et surtout le 4 dans les tiers-lieux en France. Je veux dire que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et je voulais tous vous remercier. On voit bien la diversité de ce qui nous réunit et l'Université des transitionneurs, c'est de la diversité. On voit bien qu'à Millau, en Corse ou ailleurs, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même point de vue, mais les préoccupations doivent rejoindre les choses. J'ai bien aimé le mot cartographie parce que je crois que c'est un point important. Et d'ailleurs, ce qui va se passer finalement le 3 et le 4, on va faire une cartographie de notre communauté. On va créer finalement la carte des compétences et des connaissances de notre communauté pour pouvoir finalement se comprendre et connaître ce qu'on fait. Et je pense qu'effectivement, la carte, c'est un dispositif de lisibilité et de compréhension à la fois de ce qui se passe, de régulation des flux et d'information pour tout le monde. Je crois que ce qui est important dans ce qu'on essaye de faire, c'est le partage. Et je crois que entre Gilles et Denis et André et notre ami de Nestlé, on est effectivement dans une réflexion sur un partage nouveau. Et moi, j'ai envie qu'on réfléchisse à ça parce qu'on est en train d'inventer quelque chose. Nous sommes acteurs et entrepreneurs de la transition. Et moi, je trouve que sur le sujet critique de la sécurité alimentaire locale et du rôle du politique, du rôle des agriculteurs, du rôle de tous et chacun dans cette affaire est tout à fait décisif. Et moi, je trouve que ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce moment, comme ça s'est passé la semaine dernière, et ce qui se passera sûrement derrière, c'est tout à fait passionnant. Et je crois qu'on va essayer de collecter tout ça, de le formaliser, de diffuser. Peut-être pas dans un documentaire ou peut-être pas, j'irai, mais au moins on va essayer d'aller dans cette direction. Quoique. Merci à vous et je crois que la question qui a été quand même soulevée, c'est la question de la formation, de la pédagogie, de la compréhension par tous et chacun. C'est-à-dire, c'est de la connaissance partagée. Et comme je le dis toujours, la connaissance, c'est bien sûr de l'information partagée qui est mise en contexte pour finalement résoudre des problèmes. Mais la connaissance, c'est aussi l'autre. Le français nous aide bien, j'ai des connaissances. Donc avançons sur ces questions-là, de partager nos connaissances et de faire connaissance ensemble. C'était le bon moment ce soir. Merci. On va vous envoyer demain le programme des prochains webinaires. Donc jeudi prochain, une séance un peu particulière, un peu plus longue. Nous aurons M. Glaise, qui est le président du département de Gironde, la directrice régionale Bourgogne-Franche-Comté de l'ADEME, Ariel Kirou, qui vient de sortir un livre sur les questions d'imaginaire, Karine Dartic-Pérou, qui est une prospectiviste, et j'en oublie un, donc je vais me faire discuter très fort. Enfin, en tout cas, ce sera passionnant. On vous enverra aussi les programmes des tiers-lieux qui vont participer le 4. La moitié seront en présentiel, dans des bonnes conditions de respect, évidemment, des nouvelles normes Covid. D'autres seront en territoire numérique, comme quoi le digital nous aide aussi. D'ailleurs, je préfère beaucoup
utiliser le mot numérique plutôt que digital dans cette affaire. En tout cas, merci. C'était effectivement très riche, très divers. Et plus ça va, plus ça l'est. Donc, merci à tous et j'espère que vous serez là très bientôt. Et surtout, envoyez-nous, partagez des infos. On vous enverra les références des différents livres, des différents documentaires. Envoyez-nous de l'info. On saura se faire un bon aiguillage répétiteur. Bonne soirée à tous.